Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Donc nous, donc Morgane Lecoin, on a fondé un studio de design graphique et de direction artistique en 2011, donc ça fait déjà presque 15 ans. On est basé à Paris et on travaille dans le secteur culturel et avec plusieurs maisons d'édition, que ce soit des maisons d'édition indépendantes comme des assez grosses maisons d'édition. À la base, on a été formés à l'école Estienne en typographie, en dessin de caractère typographique. Et ensuite, donc ça, on était dans la même école pendant 2 ans. Et puis après, j'ai fait une formation en dessin de caractère typographique à l'Imprimerie nationale pour 4 ans. Et une formation à l'ESAT d'Amiens, donc plus globale sur le design plutôt axée sur le design éditorial. Et donc ensuite, on a fondé à la fois notre studio et aussi un projet éditorial sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Donc finalement, un peu rien à voir avec la didactique visuelle, qu'on n'a pas du tout été formé à ça. Et en fait, on a développé les compétences dont on va parler aujourd'hui sur le tas, en fait. Et voilà, on va en tant qu'autodidacte finalement. Donc finalement, nous, on a voulu structurer cette conférence pour un peu vous parler de notre expérience. On va revenir sur certains projets et puis et ça va nous permettre de vous parler de comment on a développé ces compétences et puis comment on a pu les résoudre et puis vous donner un peu peut-être des petites astuces sur de parcours. Oui, voilà, il y a un côté un peu manichéen dans le truc, 5 compétences ou un peu, comment on dit, clickbait dans l'idée. Mais après, voilà, c'est un prétexte vraiment pour partager notre expérience, notre parcours et parler un peu du métier qu'on pratique. Alors, la première compétence dont on va parler, c'est c'est une compétence de pédagogue. Donc, c'est la question de la pédagogie. Alors, de manière assez étrange, la question de la pédagogie, elle va pas forcément être là où on pense qu'elle va se trouver. On va parler de la pédagogie vis-à-vis de nos clients, en fait, des commanditaires. Et notamment sur les questions de ce qu'on appelle design d'information. Donc, ça va regrouper, pour nous, on va le définir tout de suite, comme ça c'est fait, et après on n'en parle plus. Ça va regrouper tout ce qu'on appelait l'infographie, de manière un peu qu'on trouve aujourd'hui un peu vulgaire, mais que nous on trouve assez jolie finalement. Et c'est-à-dire la cartographie, les schémas, comment on appelle ça, des illustrations didactiques, d'illustrations scientifiques, un peu voilà, en gros c'est ce qui regroupe de l'illustration et de l'information de manière assez dense. Voilà, tous ces données chiffrées et géographiques. Et en fait, il y a eu un peu, comment dire, pourquoi il y a eu ce besoin de pédagogie de notre part, parce que les éditeurs avec qui on a travaillé, ils ont très vite, ils ont compris l'attrait et la valeur visuelle de ces datas, de ces cartographies. Et donc en fait, dans les livres ou les magazines pour lesquels on a travaillé, il y avait une demande de créer des pages de ce type-là, des rubriques même entières de data visualisation. Je ne sais pas si vous avez dû le voir dans les magazines ou dans les journaux. Maintenant, il y a une rubrique, c'est un incontournable, comme il y a une rubrique portfolio avec des images, eh bien, il va y avoir une rubrique cartographique. Maintenant, c'est un incontournable. Ils l'ont bien compris et donc il y a de la demande à ce niveau-là. Donc nous, on a fait face à cette demande, mais il y a mais on a fait face aussi à une confrontation en fait entre cette demande qui est un peu comment dire, sensible. Alors, c'est beau, c'est cool, ça c'est intéressant, on apprend des choses visuellement en fait plutôt qu'en lisant un texte.
ou en regardant une photo. Donc, c'était un peu une nouvelle façon pour les éditeurs de partager du contenu avec leurs lecteurs. Donc, c'était attirant. D'un côté, il y a ça, donc attiré par la forme graphique de ces choses-là. Et confrontation entre ça et des fois, des fois, le besoin, en fait. Parce que c'est-à-dire que des fois, on se retrouve à devoir faire une page avec pas grand-chose, en fait. C'est ça la difficulté. Ils veulent faire une rubrique, ils veulent qu'on communique de l'information visuellement. Et il y a plusieurs cas de figure. Donc, soit ils vont nous montrer quelque chose qui existe déjà. Bon. Ah, on pourrait pourrait refaire une carte de ce type-là. Ou Où il y a une thématique, en fait. Voilà, en fait, on a deux problèmes récurrents. Le problème de l'existence, ça veut dire que... Enfin, on a plusieurs problèmes. Il y a le problème des fois, ils sont attirés par une visualisation qui a déjà été produite. Donc, une carte qui existe, un schéma qui existe, qui est joli, qui est bien fait par des graphistes comme nous. Sauf qu'ils trouvent ça joli. Ils disent, ah bah, on pourrait faire ça, quoi. Sauf que ça nous coupe un peu l'herbe sous le pied. On se retrouve on va pas recopier bêtement ce que quelqu'un a fait. Donc, en fait, on va voir comment on peut se sortir de ces situations-là. Et ça, c'est la première situation qu'on a. Et il y a une autre situation, c'est aussi souvent, on veut faire une visualisation sur telle thématique. Souvent, il y a une thématique quand même, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de problématique. Et des fois, il y a, en termes de ce qui nous est fourni il n'y a pas d'angle, en fait, par rapport à la thématique. Et il y a ce qui nous est donné, ça va être des chiffres clés souvent. On va nous dire, ah bah voilà, là, on a plein de chiffres clés et on veut en faire quelque chose de visuel, quoi. Sauf que le problème des chiffres clés, c'est que ça pointe du doigt, en fait, des conclusions chiffrées, sémantiques, sur des choses qui ont déjà été, sur des données, des jeux de données ou des informations qui ont déjà été traitées, déjà digérées, au même titre qu'une cartographie qui a déjà été faite, pardon. C'est des choses qui ont déjà été digérées et qui ont été intégrées et après qu'on nous donne. Et donc, du coup, nous, et un tout un travail de pédagogie pour expliquer notre métier par rapport à ça. Et donc, en fait... souvent, on est amené à poser la question, qu'est-ce que vous voulez raconter, en fait? Et donc, s'installe comme ça une discussion avec le client. On a un cas particulier, par exemple. On va prendre un cas, on va vous montrer un cas. Dans la revue Futur, qui était anciennement la revue qui s'appelait Ouzbek Erika. Donc, c'est une revue trimestrielle qui s'intéresse au futur, en fait. C'est un peu une revue généraliste, mais qui pose toujours la question. L'angle éditorial, c'est de poser les questions de la société, des questions sociétales, économiques, philosophiques et ça, mais par rapport toujours dans le prisme, par rapport à une vision future, une prospective. Donc maintenant, ça s'appelle le futur, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et donc, ils ont une rubrique cartographique. Ouais, quand on a fait la direction artistique de la revue, ils nous ont demandé, ils connaissent notre pratique du design d'information, ils nous ont dit, on veut faire une rubrique cartographique. Et donc là, on va prendre ça comme exemple parce que typiquement, sur cette visualisation-là, la source, elle correspond à peu près à ce qu'on a dit pour les chiffres clés. Et donc là, en l'occurrence, il y a eu plusieurs choses qu'on a dû pointer du doigt et discuter avec l'équipe. C'est notamment la source qui nous a été fournie, c'est un article du Guardian. Et donc la source, c'est la source qu'on a pour faire ça à la base. Enfin, c'est pas la source qu'on a utilisée parce qu'on a trouvé des sources. Mais ce qu'on nous a fourni, la documentation qu'on nous a fournie, c'est un article du Guardian. Je ne sais pas si on peut vite fait le regarder pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Mais... Tu remarques. Ouais, je sais. Vous pensez à d'abord? Non, attends. Parce que je suis pas doué. Parce que je suis en full screen. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, c'est un article du Guardian, c'est pas intéressant. Mais en gros, le truc, c'est que dans l'article, un article, c'est un travail journalistique. C'est-à-dire qu'il répond à des critères littéraires, en fait. C'est-à-dire que le journaliste qui écrit l'article, lui, il va trouver des chiffres à droite, à gauche. Il peut avoir,
sa façon de travailler, il peut être même de manière très éthique, hein, c'est pas forcément une critique, mais lui, il va pouvoir mettre côte à côte des données et des chiffres dans la trame narrative de son article. Si nous, on reprend les chiffres tels quels et qu'on les met à plat sur une cartographie, ça va poser des problèmes en fait. Parce que les données vont être soit parcellaires, soit déjà prédigérées, et surtout, on va avoir des sources qui sont diverses. Ça veut dire que lui, dans une trame narrative, ça pose finalement assez peu de problèmes, en tout cas dans un article de presse, de venir prendre des sources à droite, à gauche, et de venir les mélanger au sein d'un article. Par contre, sur une cartographie, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça, surtout si on veut... Enfin, on peut croiser des jeux de données, mais sur une thématique. Là, en l'occurrence, c'est la démographie. On va choisir une source, en fait, principale. Ou en tout cas, on va choisir une source qui a... qui a récolté les données de manière similaire. Et en fait, c'est ce qui s'est produit sur celui-ci. C'est-à-dire que, et c'est pareil, le commanditaire nous a dit: ah, mais c'est bizarre, dans l'article, il y a tel pourcentage qui est donné et on ne le voit pas sur la carte. Et ben, ça, il a fallu qu'on leur explique. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, dans un article, il a utilisé telle source pour donner ce pourcentage-là. Mais en fait, il se trouve que les sources utilisées pour ce pourcentage-là, elles ne comptent pas la démographie de la même manière que la source que nous, on a utilisée. Et après, il faut expliquer pourquoi nous, on a utilisé telle source, etc. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans les tréfonds de cette histoire, mais c'est pour expliquer que que avant tout, notre métier, c'est beaucoup un travail de pédagogie. Enfin, on n'est pas tout le temps, mais souvent en train pas de justifier la forme graphique de ce qu'on produit, parce que ça, en général, les gens ils sont très contents graphiquement de ce qui est produit. C'est rare qu'on ait des retours là-dessus. Par contre, c'est vraiment sur le process, et sur les questions éditoriales où il y a des discussions, des enjeux qui sont discutés. Donc après, à chaque compétence, on va vous donner des astuces. Donc en fait, voilà, concrètement, là, quand il y a une incompréhension qui se présente, nous, il y a deux choses qu'on fait. La première chose, c'est expliquer notre process, comment on veut travailler et dans quelles conditions on veut travailler. Alors, ça ne veut pas dire que ces exigences, pas des exigences, mais ces critères vont être remplis à chaque fois. Mais c'est bien de poser un petit peu les besoins, de quoi on a besoin pour bien travailler, pour que les personnes en face comprennent davantage ce qu'on fait, quoi. Et parce qu'en fait, tout ça, ce qui en ressort, c'est qu'il y a une méconnaissance du process. On a affaire, par exemple, comme je vous parlais tout à l'heure, de journalistes d'un magazine, un éditeur qui vient nous voir, c'est qu'il ne connaît pas les étapes, en fait, du process de notre travail. Et donc, on doit le lui expliquer. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, toujours revenir aussi à... Voilà, quand on nous donne ces chiffres clés, par exemple, ou qu'on nous donne Des éléments visuels. des éléments visuels déjà existants, il faut qu'on revienne à la base et qu'on leur dise, OK, c'est quoi le fond, c'est qu'est-ce que tu veux dire pour arriver à un travail de qualité, en fait. C'est ça. Il y a deux choses qu'on dit souvent. C'est qu'est-ce qu'on veut dire? Quelle est la problématique posée par cette page, cette double page, cette rubrique? Donc, c'est la question du fond, parce que des fois, c'est bizarre hein, de dire ça, mais des fois, c'est vrai que on n'a pas grand-chose, on est sur des choses très ténues. Et donc, l'autre chose aussi souvent qui revient, c'est... non, je ne plus. Il y avait le fond, et... Ah, c'est pas grave. Mais souvent, c'est ça, mais... Si, souvent aussi, c'est que ça, c'est la réponse à quand on nous fournit quelque chose de déjà fait visuellement, qui a déjà été digéré par des graphistes, des infographistes, des cartographes, etc. C'est d'expliquer aussi que dans une démarche éditoriale, de création de contenu, démarche qu'on a avec les commanditaires quand on produit ce genre de choses, et surtout dans une démarche d'une rubrique qui est uniquement visuelle, uniquement cartographique, infographique, ce qu'on leur explique, c'est que l'idée, c'est que le lecteur, il comprenne cet l'angle dont on vient de parler là, comprenne ce que veulent dire les journalistes, l'équipe éditoriale, etc.
en regardant de manière visuelle, quoi. Il n'y a pas besoin de lire un texte, un long texte. Et souvent, c'est ça la question de la pédagogie aussi, c'est que souvent on a affaire à des gens qui sont plutôt, soit plutôt littéraires, soit plutôt, comment dire, artistiques. Et, c'est ce genre de discussion. Et du coup, en fait, tout le monde ne pense pas de la même manière. Donc, du coup, vu que c'est des représentations qui sont assez complexes à mettre en œuvre des fois, et ben, ça demande à expliquer, mais pour faire ça, il faut d'abord qu'on commence par avoir un angle, les sources des données, etc. Et on va ensuite, par exemple, la question de la documentation qui doit être précise et qui doit être fournie, des fois, c'est pas prévu, quoi. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire une représentation graphique de quelque chose, mais il n'est pas prévu qu'on vous fournisse de la documentation. Ça paraît étrange, hein. Je sais pas, mais ça arrive souvent. C'est une situation très récurrente, et ce qui m'amène à la deuxième compétence. Donc oui, en effet, on s'est retrouvés, on s'attendait pas vraiment à devoir avoir ce rôle. Mais en fait, on a une bonne partie de notre travail qui est en fait de la recherche de documentation. Donc il y a 2 types de documentation. Il y a la documentation préalable pour cerner le sujet, pour le comprendre. Donc, et ensuite, il y a la recherche de données. Donc, pour nourrir notre discours, il va falloir qu'on cherche des jeux de données. Donc, par exemple, avec ce qu'on voyait tout à l'heure, on va pas, avec des chiffres clés, on va pas pouvoir faire une carte. Donc, pour la démographie, par exemple, il va falloir trouver des jeux de données sérieux sur le nombre de naissances dans chaque ville, etc. Et en fait, ça, étrangement, ça n'est pas prévu par les éditeurs. Pas auquel on a eu affaire, on va pas faire de généralité, mais c'est vrai que c'est récurrent, C'est très récurrent. Dans notre parcours. Donc on leur demande. Bon, après, voilà, il y a à la fois pas le temps qui a été alloué à ça, voilà, ni l'argent. Enfin, c'est comme si cette étape-là n'avait pas été prise en compte, et du coup, il y a un problème de considération de ce poste-là. Donc nous, on n'est pas formés à ça quand même à la base. Et qu'en fait, ça représente une quantité de travail assez conséquente et qui est négligée. Et donc maintenant, nous, c'est quelque chose qu'on fait apparaître concrètement comme une ligne sur notre devis, en fait. Parce que personne ne le fait. Et en fait, on le verra plus tard, finalement, c'est assez bien que ce soit nous qui le fassions, parce qu'on sait ce qu'on recherche, et c'est assez inspirant aussi de voir les données brutes. Et donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis parfois aussi, on s'est rendu compte que si on avait des documents qui étaient fournis, ils étaient de mauvaise qualité. Par exemple, on veut faire en fait, souvent, ce sont les premières images de schémas ou de cartes quand vous tapez Google Images. Ils mettent ça dans un dossier et ils nous envoient ça. Donc, bon. Oui, ça nous arrive souvent que la documentation consiste en de la recherche Google Images, quoi. Ça s'arrête, des fois, ça s'arrête là. Donc, en fait, après, voilà, quand on veut faire quelque chose de un peu pointu et d'un peu précis, il faut aller plus loin, quoi. Ouais. Donc là, on va vous montrer par exemple un exemple de un travail pour une autre revue qui s'appelle Cometa, et qui parle finalement de Notre rapport avec l'Est. le rapport avec l'Est. Ça parle beaucoup de géopolitique. Ouais, l'Est, la notion d'Est, mais notamment d'Europe de l'Est. Le point de vue de par l'Europe de l'Est sur le reste du monde. Et en fait, ils ont voulu créer donc une rubrique, toujours, qui s'appelait Carte blanche. Et là, on a travaillé conjointement avec un auteur, un écrivain, qui s'appelle Cédric Gras. Là, on va vous montrer un petit peu le process justement sur une rubrique comme ça. Pour parler de la documentation, on va vous montrer un peu le process Notre process de travail. Voilà, du storyboard, de la rubrique jusqu'à la réalisation. On va passer assez rapidement, on va pas tout détailler, mais c'est pour parler de la documentation, c'était intéressant parce qu'il y avait une documentation qui était quand même assez importante sur ce travail-là. Donc là, donc Cédric avait une thématique, un angle et une base de découpage.
Donc c'était assez clair. Et donc nous, à partir de ça, on sait qu'on a 5 doubles pages, on va faire un storyboard et on va commencer à faire une première recherche de données existantes pour qu'on puisse approfondir un peu le sujet, voir ce qui existe en termes de données, parce que si on fait des croquis sans se rendre compte de la possibilité d'avoir ces données après, bon, c'est un peu vendre quelque chose qu'on ne pourra pas réaliser. Peut-être on peut juste préciser le sujet, parce que comme ça permet de comprendre de quoi on parle. En fait, c'était une rubrique du coup assez axée géopolitique et surtout relation entre la Russie et l'Occident sur la question spatiale. Et donc, ça a été découpé en 5 doubles pages. Donc, il y a une double page d'intro avec une image un peu iconique de deux astronautes qui s'embrassent quand ils ont joint 2 modules spatiaux pendant la guerre froide, en fait. Voilà, ça montre qu'il y avait eu des coopérations aussi entre les Russes et les Américains pendant la guerre froide au niveau spatial. Il y avait une espèce de passe-droit, on va dire, pour le spatial. Donc ça se découpe donc il y a 4 grandes doubles pages d'infographie. La première, c'est en gros, c'est une histoire de l'exploration spatiale dans le système solaire, classée par nationalité. Ensuite, il y a l'histoire il y a une carte de l'exploration spatiale, de l'exploration lunaire en particulier, avec les 2 phases de la Lune. L'anatomie politique de l'ISS, là, on est venu détailler. Ça, c'est des croquis, hein, c'est pour ça que c'est pas complet et c'est tout petit. On est venu détailler quelles étaient les nationalités qui avaient créé les modules de l'ISS, parce que c'est un bâtiment modulaire en fait. Et ensuite, dernièrement, c'était toujours cette analyse politique et par nationalité, mais des sites de lancement de fusées. Voilà, donc en fait, on s'est concentré sur l'exploration du système solaire, la Lune, la Station spatiale internationale et les sites de lancement. Et donc là, nous, c'est la première proposition qu'on a faite à la rédactrice en chef, à partir d'une sorte de comment on appelle ça, de petit synopsis de l'auteur, avec des premières données qu'on savait. Voilà, on savait qu'on pouvait. On a fait nos recherches, on avait ces jeux de données. Et ça, c'était. Ça, je vois. Bon, après, on n'est pas obligé d'afficher chez moi. Donc ça, par exemple, c'est ce que je vous disais avec le type de document qu'on nous a fourni. Donc une image aplatie. Donc nous, quand on dit des données brutes, c'est un tableau avec des valeurs dedans pour pouvoir. Donc, parce que là, on peut pas en faire grand-chose. Ça date de 2021. Souvent, on nous donne des choses qui sont plus du tout à jour. Donc ça, c'est pour vous montrer ce qu'on reçoit et ce qu'on a pu, nous, en faire ensuite. Donc là, pour le fonctionnement, il y a une ligne par tranche par décennie. Non, tous les 20 ans. Tous les 20 ans, ouais. Donc il y a une ligne, c'est donc un découpage temporel. Ensuite, vous avez les différents astres en colonnes. Et ensuite, chaque petit rond correspond à une mission. Donc on peut voir par exemple le rouge, le nombre de missions russes, et autour de chaque astre. Donc on peut voir que évidemment les vols habités autour de la Terre sont beaucoup plus conséquents que ceux autour de Pluton par exemple. Bon, ça, après, c'est juste pour que vous voyez un petit peu le résultat final par rapport au storyboard. On va pas détailler chaque double page. Voilà, donc là, chaque couleur correspond à une nationalité en fait. Hein. Et puis en bas, avec une petite timeline de à quel moment, entre 98 et 2024, le module est arrivé. Ouais, et c'est posé. Ça peut être intéressant. C'est aussi pour ça qu'on demande, on peut comparer, hein, mais là, ça, c'est la carte qu'on a fait par rapport au site de lancement. Et en fait, quand on s'intéresse aux données brutes, on récupère des données aussi supplémentaires qu'on n'avait pas dans la carte initiale. Notamment, en fait, ici, on a le détail
Alors, je le vois pas bien d'ici, mais échec qualifié et réussi. Voilà. On a le détail des missions, donc des lancements qui ont réussi, les échecs et ceux qui ont été planifiés. Donc ça, c'est un détail, mais typiquement, si on s'en tenait à ce qui avait été fourni par l'éditeur, on n'avait pas ce détail-là, quoi. C'est juste un exemple, mais en fait, c'est des exemples comme ça. C'est sur chaque schéma, chaque carte. En fait, quand on a accès aux données brutes et aux données initiales, on va, euh, on va avoir une méthode soustractive. C'est-à-dire que si vous travaillez à partir de ça, comment dire? Si vous travaillez à partir de ça, vous allez prendre ce que vous avez là, et puis après, vous allez chercher à droite à gauche, et puis vous allez rajouter. Vous avez une méthode additive. Vous allez ajouter des choses, vous allez poser un truc, vous allez dessiner un truc là, vous allez poser les choses comme ça de manière additive. Quand on travaille avec des sources, avec des données brutes, on aura une méthode soustractive. On va le voir après, dans la partie d'après. Mais en fait, on enlève des choses. On a plein de données et on vient enlever et sélectionner. Et là, on voit qu'on a récupéré des choses qui n'étaient pas présentes dans la première visualisation. Donc tout ça pour vous dire que donc on s'attendait pas à devoir être documentaliste et notre manière du coup, enfin, nos astuces à nous, c'est de prévoir un budget pour ce travail parce que c'est conséquent. Donc l'anticiper, en parler aux clients. Aussi, on utilise beaucoup l'IA comme assistant à la documentation, pas comme source évidemment, mais comme pour trouver des sources, pour structurer notre recherche et pour faire des synthèses rapides. Ou même aussi parfois créer des tableaux. Et de manière générale, on travaille avec des tableurs. Enfin, avec un tableur, on fait des tableaux systématiquement pour documenter et bibliographier toutes nos recherches. Et voilà, chaque donnée est rangée dans des tableaux. C'est vraiment la meilleure manière pour nous de travailler. Et donc, ça nous envoie à une troisième compétence, parce qu'en fait, entre la documentation et le design, il y a encore une autre étape qui est nécessaire, c'est qu'on a besoin d'analyser ces données. Oui, bah, c'est un peu, je suis allé un peu vite, mais c'est un peu cette idée dont je parlais, où il faut enlever des choses, soustraire de l'information pour pouvoir rendre les données intelligibles. En fait, oui, ce besoin d'analyse, il est dû aux données, notamment quand on a une quantité de données trop importante ou des jeux de données qui sont trop lourds, difficiles à manipuler, trop vastes. Et du coup, ça donne parfois une forme d'abstraction qui est inhérente à certains types de données euh, ou à certains formats de données. Par exemple, je peux prendre un exemple simple pour qu'on s'en rende compte, mais voilà, si vous avez une liste de points à placer sur une carte de ville, bon, bah, déjà, si c'est des grandes villes connues et qu'il y en a, allez, 12, quelqu'un qui connaît un peu la géographie, il peut, en voyant le tableau avec les 12 lignes, se dire, OK, je vois à peu près à quoi va ressembler la carte. Si j'ai un chiffre pas trop grand en face d'une ville que je connais, bon, bah, mentalement, je peux me projeter. Mais quand vous êtes face à un jeu de données qui a 800 000 lignes avec des points qui sont répartis sur tout le globe, enfin voilà, des données où on ne peut pas percevoir l'étendue d'un coup d'œil, il faut trouver des méthodes rapides pour visualiser ça rapidement et pouvoir prendre des décisions en fait en termes de contenu. Donc ça, c'est le premier besoin d'analyse qui est dû aux données en elles-mêmes. C'est-à-dire que des fois, les données nécessitent qu'on les analyse avant même de pouvoir en parler et voir ce qu'on va faire, ce qu'on va en faire. Le deuxième besoin d'analyse, il est dû à l'objet éditorial, la question du contenu, de qu'est-ce qu'on veut dire, etc. Donc ça, c'est notamment l'espace alloué qui est toujours limité. Nous, on travaille principalement, en plus, dans le livre. Dans le livre, le magazine, en impression. En fait, on n'a pas les mêmes étendues pour s'exprimer que le web
que le numérique où en fait c'est dynamique, ça peut bouger, Ça tienne sur une page. voilà, ça peut bouger, ça peut être interactif. Nous, faut que nous c'est fixe et ça tient sur une page, 2 pages, 3 pages, c'est limité l'espace alloué. Et et souvent il y a un angle éditorial prédéfini. Donc donc dans le cas des données, cette analyse, elle va nous permettre de faire parler les données en fait. Les jeux de données qui sont lourds avec beaucoup de lignes, beaucoup de chiffres, etc. Avoir une capacité d'analyse de ces données, ça va nous permettre de les faire parler et de tout de suite, à l'aide de notre outil, savoir tout de suite, pouvoir se dire, bon, bah, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces données? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut leur faire dire, etc. Euh, ça nous Ce travail d'analyse, il va permettre de faire un traitement des données, de les formater de la manière qu'on veut, et pour pouvoir passer après à quelque chose de graphique. Et donc, du coup, pour faire ça, on va souvent ce qu'on va appeler des prévisualisations. On va prévisualiser les données. Donc, c'est ce qu'on appelle la visualisation de données. C'est ce travail-là. C'est les gens qui font de la visualisation de données. C'est les gens qui ont. C'est ce qu'on va différencier du design d'information. C'est la visualisation de données. C'est j'ai un jeu de données. Je suis capable de les visualiser sous X ou Y forme rapidement, avoir une courbe, un camembert, une carto, assez vite pouvoir mettre en place des visualisations pour pouvoir comprendre ce jeu de données. Et après, le design d'information, c'est encore c'est un travail éditorial par-dessus ça pour dire, on va dire quelque chose avec ces données-là. Donc nous, on est vraiment, on suit ce process-là, et donc on a besoin d'avoir les outils et les capacités d'analyser ces données-là pour pouvoir après proposer quelque chose d'éditorial, comme on l'a montré, ce storyboard par exemple. Et d'un point de vue de l'espace alloué éditorialement et de l'angle éditorial, là, l'analyse, elle va plutôt être critique et discriminatoire. C'est-à-dire que là, notre rôle, ça va être de choisir un ensemble dans les données vastes, par exemple, choisir un ensemble qui va être représentatif de ce qu'on a envie de dire. Donc là, c'est un travail d'analyse au couteau, on va dire. On peut prendre un exemple sur... Ouais, on va parler du coup on va prendre un exemple sur un livre qu'on a réalisé qui s'appelle Phénomène, dont on parlera encore après. Mais cet exemple, il est pas mal parce que donc c'est une carte qui parle du trafic des opiacés. Et en fait, voilà, typiquement, le jeu de données qui était à disposition pour cette carte-là, pour les points. Donc les points représentent les saisies individuelles de drogue. En fonction des couleurs, on a en rouge l'opium, en vert l'héroïne et en bleu le tramadol, qui est de l'opium synthétisé, chimique. Et en fait, la source des données pour ça, c'est l'ONU. Et c'est un jeu de données qui s'étend sur 7 ans, entre 2015 et 2021, et qui représente des millions de points. Vraiment des millions de points. C'est-à-dire que pour vous dire, ce jeu de données, mon ordinateur, il n'arrivait pas à l'ouvrir déjà. Donc, le tableur, il n'arrivait pas à l'ouvrir. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Donc en fait, déjà, quand on voit ça, si mon ordinateur, qui est un calculateur, n'arrive pas à l'ouvrir, moi, je vais pas être capable d'analyser ça en regardant le tableau, vous imaginez bien. Donc, il faut faire un travail de filtre, en fait. Il faut filtrer une partie de données pour pouvoir avoir un échantillon qui est gérable et qui est compréhensible. Donc là, on va dire, en l'occurrence, ce qu'on a fait, c'est que déjà, le tableur, on l'a divisé par année. On a trouvé un ordinateur qui arrivait à l'ouvrir, je crois que c'est celui de Morgane, et on l'a divisé par année. On a réenregistré les tableaux par année, comme ça, je pouvais déjà avoir année par année. Ensuite, l'ONU, eux, ils ont les données de tous les pays, de toutes les saisies de drogue et de toutes les drogues confondues. Sauf que là, on veut parler que des opiacés. Donc déjà, voilà, c'est simple. Nous, d'un point de vue éditorial, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, analyse discriminatoire. Nous, on veut faire des opiacés, donc le cannabis, la cocaïne, tout ça, ça dégage. Donc ça va enlever des points déjà. Mais même encore quand on avait enlevé toutes les autres drogues et qu'on avait filtré par année, on avait encore trop de points. C'était encore pas lisible. Même la carte au format du livre, c'était même pas lisible. C'était criblé, quoi. On voyait rien, quoi. On pouvait pas avoir une lecture critique de ce qui se passait sur cette carte. Donc il fallait encore trouver, et là c'est pour ça qu'on parle d'analyse discriminatoire, c'est que là il faut
prendre une décision éditoriale, en fait, de dire, il y a des trucs qui doivent dégager. Et là, concrètement, dans les saisies, on avait dans les saisies des choses, ça pouvait être de l'ordre peut-être pas du microgramme, mais du gramme, quoi. Et des choses qui sont de l'ordre de la tonne. Donc, en fait, on est sur des valeurs qui sont une fourchette de valeurs qui est très, très vaste. Donc, du coup, on a décidé, c'est un choix éditorial, de filtrer, de dégager tout ce qui était inférieur à 1 kilo. Donc, voilà, après, c'est écrit dans la légende. Donc, on dit, bon, OK, on parle du trafic d'eau classée, mais quand même du trafic en quantité, quoi. Voilà, le petit trafic, on estimait qu'en dessous d'un kilo, c'était du petit trafic. Voilà. Voilà, ça, c'est un travail que nous, on doit faire au quotidien. Une fois qu'on a ces ensembles de données, on doit faire une sorte de nettoyage, en fait. Et pour parler davantage encore de ça, là, il y avait vraiment la question du jeu de données qui était très large, et donc de cette analyse via les tableurs pour pouvoir filtrer, etc. Et après, il y a aussi la question aussi en ce qui concerne cette analyse discriminatoire, il y a un autre projet qui est aussi assez notoire. Donc ça, c'est des petits calendriers qu'on fait tous les ans. C'est un projet perso qu'on offre à notre famille, à nos amis et à nos clients, nos commanditaires. Et donc, c'est un petit objet éditorial, et on aime bien, du coup, comment dire, avoir une espèce de représentation systématique d'un sujet. Là, en l'occurrence, c'est le petit atlas. C'est toujours une espèce de petit atlas. C'est le petit atlas des espèces retrouvées. Et donc là, on parle que d'espèces. Le thème, c'est des espèces animales qui ont disparu des radars des scientifiques, en gros, et des biologistes, et qu'on pensait éteintes, en fait, et qui ont réapparu. Et vu que c'est un calendrier qu'on offre pour la nouvelle année, voilà, c'est toujours un peu un message un peu positif, un peu fun. Donc ça, on trouvait ça drôle d'avoir... Enfin, drôle. C'est triste parce que c'est des animaux qui sont pour beaucoup en voie d'extinction. Mais justement, on tourne toujours le truc pour que ça soit pas drôle, on va se taper les cuisses, mais juste un peu joyeux, quoi. Mettre un peu d'espoir dans l'esprit des gens. Donc, les espèces retrouvées. Mais du coup, il y en a là, on a que 12 mois. Donc, voilà, c'est simple à comprendre, hein, mais il y en a plein des espèces retrouvées quand même. Il y en avait un paquet. Et donc, du coup, il a fallu un mode critique. Voilà, critique. On a dit, bon, lesquels on choisit. Donc, on s'est dit, bon, déjà, l'intérêt graphique de l'animal. Il faut s'ils sont un peu design, c'est pas mal. Surtout pour un calendrier de bonne année, qui est aussi beau, très joli. Les gens l'accrochent chez eux, donc c'est dans leur toilette. Donc, c'est cool, il faut que ça soit joli, quoi. Et puis, on s'est dit, bon, ça peut être bien qu'il y ait des animaux bien différents, qui appartiennent à des classes différentes, donc des oiseaux, des reptiles, etc., des insectes, et qui viennent, ou qu'on les retrouve, qui sont endémiques d'une région géographique différente, pour pouvoir, parce que là, on voulait avoir une approche cartographique. Donc ça, c'est un calendrier qu'on envoie à nos amis, famille, clients et prospection. Donc c'est assez large, hein. Il faut que ça couvre un public assez large. Donc nos petites astuces d'analyste, toujours maîtriser l'outil tableur. Toujours, faut être capable. Là, c'est plus, même dans le maîtriser un peu plus en profondeur avec quelques fonctions aussi de base. C'est aussi savoir, souvent les tableurs, ils ont aussi des outils de visualisation qui sont un peu moches, mais qui permettent très rapidement de faire un petit PNG ou un petit JPEG, ou enfin une petite courbe avec les données. Ça, c'est pratique. C'est vrai que c'est pas très beau, mais ça permet vite de voir ce qu'on a, de visualiser, en fait. Ça permet de faire de la visualisation rapide. Très rapide, ouais. Donc voilà, pour nous, c'est maîtriser l'outil tableur et mettre en place des méthodes ou des outils pour visualiser rapidement avant de faire vraiment du design. Ouais. Donc là, les tableurs, en effet, il y a Google Sheets, il y a Excel et tout. Après, même sur Illustrator, après, c'est à vous après de trouver les outils qui vous correspondent. Mais oui, c'est trouver des outils qui vous permettent justement de prendre de l'information comme ça, de type tableur, de données, et après de vite fait le visualiser. Donc, puisqu'on parle d'outils et de techniques,
la quatrième compétence auquel on pensait, c'est des compétences techniques pour à la fois répondre à des demandes spécifiques. Par exemple, quand on nous demande de faire de la cartographie, etc. Gagner en productivité, parce qu'en fait, finalement, c'est sur des projets comme ça demande quand même beaucoup de temps. Là, Ça peut être assez chronophage, ce type de boulot. Donc, Et en plus, on aime bien développer de nouvelles, apprendre de nouvelles techniques. Et en fait, on trouve ça assez inspirant parce que ça nous permet de faire évoluer un peu la dimension artistique de notre travail, de venir croiser différentes techniques, de savoir faire de la 3D, savoir faire de la cartographie. Voilà, ça, c'est assez riche. En fait, découvrir des nouveaux outils, c'est comme si quand on bricole ou qu'on fait de la mécanique ou peu importe, un bel outil et un outil, quand on apprend à utiliser un nouvel outil pour X ou Y raison, au début c'est difficile et tout, mais après en fait on prend plaisir à utiliser l'outil et puis ça nous inspire, on se dit ah mais je peux aussi faire ci, je peux faire ça avec l'outil. Donc en fait c'est aussi une source d'inspiration. La technicité, on voit ça des fois un peu comme un truc qui peut être rébarbatif, mais en fait pas du tout. Nous on prend vraiment ça comme une source d'inspiration et ça permet de remettre en perspective des fois même des choses d'un point de vue artistique, quoi. Donc, une fois on nous a fait on nous a proposé un projet de cartographie de grande ampleur. Alors on avait déjà fait un petit peu de cartographie. Nous, on a développé cette compétence-là au sein de la revue Relief, qui est une revue de géographie dans laquelle il y a beaucoup de visualisation de données et de cartographie, mais parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Et donc avec le temps, on a appris à le faire. Et puis la Société du Grand Paris a vu ce travail-là et nous a proposé de faire une énorme fresque du réseau tel qu'il serait en 2030. Donc que la prospection. Et en fait, l'idée, donc c'est une grande fresque, je ne saurais plus les dimensions, mais ça se compte en mètres. C'est du genre du 6 mètres sur 12 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est assez énorme. Et donc, il fallait montrer la région parisienne, le réseau avec les nouvelles gares du Grand Paris, et en plus d'apporter, de faire de l'illustration, devait représenter les projets architecturaux de chaque gare. Mais tout ça dans quelque chose d'un petit peu joyeux, animé, un peu futuriste, parce que c'était à l'horizon 2030. Et donc là, c'était pas un coup de bluff, mais bon, on a dû quand même bien, apprendre encore davantage la cartographie. Ouais, en fait, on avait pris conscience que sans la connaissance ce qu'on appelle le SIG, donc c'est le système d'information géographique, c'est le standard pour visualiser les données géographiques. Sans connaissance de ces outils-là, on serait très vite limité en termes de cartographie, et que c'était quand même quelque chose qui, comme l'a dit Maureen, par relief, nous intéressait. On était en parallèle, on commençait un peu à s'intéresser à ça, mais voilà, pris dans le boulot et tout, là c'est un peu le projet qui nous a un peu mis le pied à l'étrier, et on s'est dit bon là on apprend vraiment à se servir de l'outil, et on a aussi investi un peu dans un logiciel qui permet de faire du SIG, donc du système d'information géographique, directement dans Illustrator. Ça s'appelle Map Publisher, c'est un petit plugin. Enfin, un gros plugin, mais qui permet en gros de faire comme du QGIS, mais directement dans Illustrator, quoi. Donc on a appris en partie QGIS, pas mal de QGIS, qui est le logiciel open source de SIG justement, et on a acheté un logiciel propriétaire pour pouvoir faire des publications de cartes comme ça. Donc après là, voilà, on voit le niveau un peu de détail de la carte. C'est pour ça aussi que voilà, on est obligé de passer par ce type d'outil à ce moment-là, en sachant qu'après on a tout un travail d'illustration aussi par-dessus. Après, dans la continuité de ça, on a un peu encore approfondi nos connaissances en termes de cartographie, notamment sur les principes de projection. Ça, c'est toujours un truc intéressant. Et maintenant, je sais que c'est assez passé dans la culture populaire avec la critique de la projection de Mercator, où le Groenland fait la taille de l'Afrique, etc. Donc, on sait maintenant
le problème des projections. Mais après, avoir conscience de ce que c'est qu'une projection et après la maîtriser, s'en servir dans un cadre de didactique visuelle et tout, c'est encore autre chose. Donc là, on avait vraiment utilisé le principe de projection pour pouvoir projeter en fait tous les 10 plus grands déserts à l'échelle en fait. Le problème de la projection, c'est que ça déforme, c'est prendre une sphère. La Terre est une sphère, donc la prendre quand on la met à plat, forcément, on va déformer certains endroits. Et donc du coup, si on veut comparer des tailles à des endroits différents du globe, on va se retrouver face à un problème. Donc nous, la solution qu'on a trouvée, il y en a plein de solutions, hein, mais la solution qu'on a trouvée, c'est d'utiliser le même type de projection, mais centré sur les différents déserts, puis de les mettre côte à côte, quoi, en faisant plusieurs cartes, pour pouvoir comparer les 10 plus grands déserts dans l'ordre. Ça, c'est un autre projet. Là, c'est pour sur une autre technique. C'est l'apprentissage de... Alors, c'est toujours en cours, hein, pareil, la carte et tout, mais l'apprentissage de la 3D, notamment en termes de rendu et de modélisation. Donc ça, c'est un projet éditorial mené par Tra Publisher, qui est un éditeur à Miami. À Miami, aux États-Unis. Et ils ont fait un livre qui s'appelle Ride. C'est un livre sur la... C'est un livre sur les automobiles dans les cultes dans les films. Et donc à chaque fois, on devait exposer les différents gadgets et fonctions d'une automobile du cinéma, quoi. Donc là, celle-là, c'est une des plus connues, c'est celle de Retour vers le futur. Et donc on mettait en lumière les choses qui étaient importantes. Mais là, l'idée, c'est qu'il fallait qu'on représente le même objet sous toutes ses coutures. Et donc là, typiquement, la 3D, ça s'y prête parce que bon, bah voilà, on n'est pas obligé de redessiner 15 fois l'objet, quoi. On a une modélisation et après, on vient faire un moteur de rendu qui vient faire le rendu dans les positions dans lesquelles Ouais, on peut tourner la voiture et puis... Voilà, et après, on fait un rendu en fonction de ce qu'on veut. Donc ça, parce que là, je sais plus, il y avait combien, une bonne vingtaine de voitures, de planches comme ça ouais, je crois faire bien le livre. Il y avait 16 voitures et 5 cartes, je crois. Donc après, ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on savait pas du tout faire il y a encore quelques années, mais bon, on s'est dit que pareil, ça, c'est une question de productivité, c'est-à-dire que on pourrait le dessiner à la main, techniquement, c'est faisable, on a les capacités de le faire. C'est juste que le temps que ça prendrait et l'énergie, et s'il y a une erreur, pouvoir refaire, etc., c'est pas gérable d'un point de vue du process. Donc typiquement là, il a fallu modéliser des éléments qui étaient pas présents sur les modèles des voitures. Donc là, par exemple, on a un modèle de bus. Ça, c'est le modèle de base qu'on peut trouver dans le commerce. On a acheté le modèle 3D. Et après, il fallait qu'on modélise tous les gadgets qui sont dans le film. Il faut regarder le film et puis trouver les gadgets. Donc là, il y a tous les missiles. C'est dans le film Stripes. Et là, le rendu final, ça donne ça. Donc typiquement, là, ce dont on se rend compte, c'est pour progresser d'un point de vue technique, il faut investir du temps et parfois de l'argent, pas toujours, mais parfois, dans l'apprentissage de techniques et de logiciels aussi, et profiter de projets qui le permettent en fait. Donc des fois, on a des projets qui ont un gros budget, par exemple, c'est l'occasion d'acheter un logiciel où on sait que ça va prendre du temps de l'apprendre, mais au fur et à mesure qu'on va l'utiliser, on va gagner en productivité et on va le rentabiliser en fait sur plusieurs projets après. Et on va développer une compétence aussi qui fait que les gens vont venir nous chercher aussi pour cette compétence-là. Donc des fois c'est un gros investissement au départ, mais on peut avoir un retour par la suite. Après, il y a favoriser les logiciels dans cette démarche d'apprendre de nouvelles techniques. On peut favoriser les logiciels open source ou les logiciels qui ont une forte communauté, parce que voilà, ça permet aussi d'apprendre par soi-même de manière plus facile. Il y a des forums, des choses comme ça où on peut partager avec d'autres des expériences. Il y a des tutos sur YouTube et tout ça. Donc l'open source est vraiment propice à ça, mais bon, c'est aussi le cas dans certains logiciels propriétaires. On peut aussi faire une petite veille techno sur les technologies, sur les logiciels, voir un peu ce qui se fait, suivre des gens sur les réseaux qui parlent de ces questions-là, qui sont intéressés, des technophiles par exemple, qui sont intéressés par toutes les dernières technologies. Ça permet de voir un peu l'état de l'art dans la techno et puis se dire, ah bah tiens, cette compétence, c'est super intéressant, ce que je peux faire, découvrir et apprendre des choses comme ça. Voilà.
Après, il y a une autre compétence, par exemple, et c'est un process qui est toujours en cours. Par exemple, nous, on ne s'est jamais penché sur la question du langage informatique et du code, jamais en profondeur en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qui peut être super intéressant et que peut-être on le fera voilà, plus tard, notamment avec Python ou Java, qui sont très utilisés dans tout ce qui est graphique. Mais voilà. C'est pour la prochaine fois, ça. Mais, et donc là, on se rend compte que l'accumulation de toutes les compétences qu'on vient de décrire ce soir, ça montre un investissement global dans chaque projet. On les conçoit comme ça. Et ça nous amène au dernier point de la conférence. Alors, on l'a mis dans les compétences, mais c'est pas vraiment perçu comme une compétence. C'est celle d'auteur, d'être un auteur. Alors, c'est plutôt une question de statut qu'une question de compétence. Et elle est liée finalement, on s'en rend compte nous, avec les années, à la valeur que les gens peuvent attribuer à notre production, à notre opinion et à notre vision des choses. Et on va vous parler de quelques projets durant nos 15 années de travail là, et qui montrent un peu la progression dans notre parcours, et qui nous amènent à finalement à voir développer un statut d'auteur. Et donc, il faut surtout de nous considérer comme auteurs, parce que c'est ça aussi, hein, être auteur aussi, c'est aussi une considération qu'on a. C'est le regard que les autres portent sur nous, mais aussi, à un moment donné, le regard que nous portons sur soi-même, quoi. Et donc, j'en ai parlé, je crois, brièvement au tout début. Donc, en 2012, on a, avec Colin, au tout début, c'est le premier projet du studio. Un projet personnel, une revue qui s'appelle The Shelf, donc avant même qu'on s'appelle The Shelf Company, qui s'appelait The Shelf Journal, et qui est une revue bilingue, français-anglais, sur le design des livres et sur le culte un petit peu qu'on pouvait vouer aux livres, parce que pendant le moment où on était étudiant, on a toujours été très inspiré par le design des livres en soi. Et je pense qu'on a voulu partager d'une certaine manière notre goût pour ça. Et nos découvertes, voilà. Donc vous pourrez la voir, on a ramené quelques exemplaires de livres. Et donc, en fait, dans cette revue, je parlais tout à l'heure de design global. En fait, on faisait à la fois la maquette, le design éditorial, toutes les typographies, cette typographie qu'on a dessinée. Et puis, on a fait ce travail d'éditeur où on a été chercher des auteurs. On a vraiment travaillé sur toute la chaîne, en fait, de production, le fait de l'envoyer en traduction, la question de l'impression, la diffusion, la distribution. On a vraiment... en fait, c'était un super cas un peu d'école pour nous, parce qu'on a pu, en sortant de l'école, apprendre un petit peu tous les différents métiers du monde éditorial. Et puis, je pense qu'on s'en rendait pas vraiment compte à l'époque, mais ça a été une très bonne vitrine pour nous, parce que finalement, on a mis un peu tout ce qu'on aimait dans ce projet personnel. On l'a fait de manière très pro. Et tous les projets qui ont découlé ensuite venaient de cet objet vitrine. Et c'était que des projets rêvés, parce que c'était des projets qui ressemblaient. Donc c'était une très bonne expérience pour nous. Et puis même d'un point de vue de la conférence, et de cette idée de compétence, le fait que, un peu par une espèce de naïveté, de jeunesse, on ait voulu faire ce projet-là, mais qu'on ait décidé de le faire de manière acharnée, professionnelle, d'aller jusqu'au bout, un peu jusqu'au boutiste, on a acquis en fait plein de compétences d'un point de vue d'éditeur, quoi. Et en fait, on a mis les mains dans le compte. Et après, voilà, c'est ça qui nous a permis aussi d'accepter des fois des projets où en fait on savait pas du tout comment on allait réaliser ce projet-là, et on se disait c'est pas grave, on a déjà fait ça, on peut apprendre en fait. Et en fait,
c'est ça aussi qu'on retient de cette expérience-là, c'est que ben on peut faire les choses un peu comme elles viennent, quoi, et faire des choses bien quand même. Et puis on a été confrontés voilà, au, au contenu, quoi. On recevait vraiment des textes, comment on allait les gérer, comment on allait les illustrer, enfin un vrai travail d'éditeur. Voilà, dans un parcours un peu d'auteur, l'idée de se considérer comme auteur, en fait, au départ, on a commencé comme éditeur. Et donc, voilà, on a mis un peu les mains dans la question du contenu. Donc, en fait, ça nous donne aussi un peu une expérience et une légitimité à parler de contenu avec nos clients qui sont éditeurs, en fait. On sait, en fait, les enjeux qu'il y a derrière le fait d'éditer du contenu. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple où on a pu être auteur réellement de contenu. Donc, c'est les posters qu'on fait chaque année, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis maintenant, je sais pas, peut-être 7 ans ou 7-8 ans, et qui est un moment intéressant pour nous dans l'année parce que c'est pareil, on peut vraiment construire éditorialement un petit peu l'ensemble de l'objet. Et puis, celui que vous voyez tout à gauche, là, ça s'appelait le Petit Atlas des oiseaux rares. En fait, on l'avait envoyé à... Non, on l'a montré à un éditeur qui s'appelle Le Chêne, qui fait partie du groupe Hachette. Et ils nous ont dit, bah, on adore, est-ce que vous pourriez réfléchir à un livre? Un livre autour de la didactique. Donc là, sur ce En gros, étendre ce type de contenu. étendre ce type de contenu. Alors là, il y avait de la cartographie, il y avait de l'illustration un peu didactique, et ça les a inspirés pour réfléchissez à un livre. Donc on est revenu vers eux avec une proposition. Et ensuite, bon, voilà, il y a eu des discussions pour avoir un auteur de texte avec nous et quelqu'un qui a une légitimité scientifique parce que ça parlait de science. Et donc, on en arrive à un projet sur lequel on a travaillé pendant 3 ans. En tant qu'auteur, avec comme co-auteur une journaliste scientifique, Camille Juzo. Et en fait, qui est un livre de planches. Donc, une page, vous avez vu tout à l'heure la page sur les opiacés. Donc, une page, attends, là, c'est très long. Une page, un phénomène scientifique, avec principalement une entrée visuelle, et accompagné d'un texte qui recontextualise un petit peu le sujet. Et donc voilà, là, c'est un vrai travail de co-auteur, mais on a pu aussi parler, par exemple, de sujets. Donc là, vous voyez à gauche le principe de la proxémie, qui est en fait un scientifique, T. Hall, qui avait fait un tableau de recherche sur les rapports de distance entre les gens, distance physique, et qu'il avait théorisé. Et moi, personnellement, ça m'a toujours intéressée. Et là, ça a pu être l'occasion de faire une première visualisation de cette théorie. Donc voilà, il y a un ensemble comme ça donc que des planches de didactique. Donc là, typiquement, au-delà même d'avoir un travail comment dire, de prestataire où en fait on doit servir le contenu. Là, on est même vraiment, on crée le contenu, quoi. Ça veut dire que on donne entre guillemets, notre opinion graphique sur un sujet, quoi. En fait, c'est un petit peu ça. Ils se demandent. Voilà, quelques planches. On a ramené un livre si vous voulez le consulter. Et ce livre nous a permis d'avoir la commande d'un autre livre, cette fois-ci en tant qu'auteur avec Colin, entièrement du livre. Un livre qu'on vient tout juste de commencer, il y a peut-être 2 mois, donc prévu pour 2027, de didactique également. Et voilà.
Et donc tout ça pour vous dire que ça nous paraît important, surtout à vous, de dire ça à vous, c'est que à chaque fois qu'on a fait qu'on a développé des projets personnels, ça nous a permis comment dire, soit d'avoir de projets de plus grande ampleur ou de montrer, comment on pourrait dire, ouais, ça, par exemple, The Shelf Journal, ça nous permet, en fait, c'est comme des rebonds, en fait, ça nous a permis d'avoir des projets similaires, mais encore de plus grande ampleur, etc., etc. Donc, c'est important de développer des projets personnels pour montrer ce que vous avez vraiment, vous aimez faire, envie de faire, ce que vous avez envie de développer. Après, ce qui est important à préciser, c'est qu'il faut développer nous, on pense qu'il faut développer des projets personnels en tant que designer, c'est important, mais il faut les développer avec la rigueur et la ténacité d'un projet professionnel, en fait. Il faut les développer comme si c'était pas un projet personnel, justement. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout, en fait. Il faut aller jusqu'au bout, quitte à trouver à ces projets une envergure commerciale, une envergure sociale, etc. Voilà, des choses qui vous dépassent, en fait, vous. Parce que quand on dit personnel, on va dire, ouais, je vais faire un projet sur ma grand-mère. Ouais, bon, ok, mais ça te regarde toi. C'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est, ouais, mais ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle a à dire au monde, tu vois? Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est quand on arrive à faire ça, c'est-à-dire faire ce qui nous plaît, ce qui nous touche, ce qui est important pour nous, mais à le transmettre justement et à ce que ce sujet nous transcende et parle aux autres. Et pour ça, c'est vraiment essayer de leur donner une envergure, nous on dit professionnelle, mais ça veut dire une sorte de rigueur, en fait. Et puis pour conclure, on va un peu conclure sur un cliché, mais un peu vrai pour nous. La compétence un peu cachée, un peu transversale, derrière toutes ces compétences, pour nous, c'est la curiosité, et l'envie d'apprendre soi-même pour apprendre aux autres. Et en tout cas, nous, notre manière de travailler et les livres qu'on a envie de faire, etc., c'est ça. Par exemple, la surcroyance, on a une page, un univers, et on est fasciné, quoi, on connaît pas cet univers, de le rencontrer et de geeker à fond sur le sujet, et pour ensuite pouvoir le transmettre aux autres. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu ce qui nous guide depuis le début, quoi. On a envie d'apprendre des choses aux autres, quoi. On n'a jamais eu l'envie d'être expert d'un truc, en fait. Et en plus, on vient, nous, d'un truc de design typographique qui est un truc génial pour lequel on s'est passionné. On a lu plein de livres là-dessus, on a développé des typographies, etc. Mais en fait, de nous projeter en tant que designer typographique sur une carrière entière, c'était trop limité, quoi. Parce que, et après, c'est un super sujet. On a travaillé avec des gens qui sont ultra compétents là-dedans et qui font que ça, et on trouve ça louable. Mais c'est juste que nous, c'est trop une niche d'expertise, quoi. Et en fait, on préfère être des mini-experts ou même pas des experts, s'intéresser à plein de trucs plutôt que d'être les experts d'un domaine en particulier. Ou alors, si on est expert, ça va être expert du fait d'apprendre des choses aux autres, quoi, de transmettre de la transmission de ça. Transmission de savoir, c'est ça vraiment qui nous guide. On essaye. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, on serait ravis de continuer la conversation. Si vous avez des petites questions, voilà. Même des remarques. Et il y a un doigt qui se lève là-bas. Qui paraît pas mal d'opinion et de subjectivité. Ok. Vous avez pas mal parlé d'opinion et de subjectivité. Ma question, c'était comment vous le percevez, genre dans votre éthique, quelle
comment dire, et à quel point vous allez communiquer sur le fait que, de toute façon, vous faites des choix et donc que ces choix, ils sont forcément subjectifs et aussi un petit peu guidés par vos opinions, que vous le vouliez ou non. Et ouais, comment du coup, vous le présentez personnellement et comment vous le communiquez aussi à vos clients? Il y a les clients, en fait, la question du choix. Là, quand on parle de subjectivité, nous, on va parler c'est ce qu'on a appelé, on va dire, le choix, l'angle éditorial, en fait, dans le contexte éditorial. Alors, quand il s'agit d'un client, en fait, c'est lui qui est garant de cette subjectivité ou de cet angle éditorial. Et donc, dans le cadre d'une revue, par exemple, si on parle même légalement, il y a un directeur de publication, c'est lui qui est responsable légal de ce qui est dit dans la revue. Donc là, nous, on n'engage pas. Typiquement, on engage assez peu notre opinion ou notre subjectivité dans ce cas précis. Ou alors, on a une subjectivité qui va être alignée avec l'éditeur. C'est possible aussi. Si lui, il le valide, si le rédacteur ou la rédactrice en chef valide cette visualisation, c'est lui qui prend la responsabilité de ce que finalement, si on a fait comme choix de Ça, c'est dans le cas promotion. où on est prestataire, en fait. Dans le cas où on est auteur, là, ça engage notre responsabilité et c'est notre subjectivité, en effet. Et là, c'est un travail d'auteur, quoi. Ça veut dire que dans les... comment dire, il y a eu dans un livre, par exemple, il y a une intro qui explique un peu la démarche du livre. C'est pareil que quand on parlait de pédagogie vis-à-vis des clients, c'est expliquer de quel point de vue on se place, en fait. Et tu vois, c'est une Parce question qu'il n'y a pas d'objectivité, en fait. Quand on est humain, on est subjectif, parce que la subjectivité, c'est comme quand on dit on joue à un jeu en vue subjective, là, on voit son flingue, là. Moi, c'est ça, la subjectivité, c'est que toi, t'es en vue subjective de ta vie, quoi. En fait, tu peux pas te mettre en vue objective, t'es pas Dieu. Tu vois, tu peux pas te mettre au-dessus. Donc, en fait, la seule solution à ça, et en fait, quand tu travailles avec des données, tu te rends compte de ça, que n'importe quel jeu de données, tu peux lui faire dire ce que tu veux, en fait. Et donc, en fait, la réponse à ça, c'est de communiquer, en fait, de dire, voilà, nous, on se place de tel point de vue, on veut dire ça, voilà. Mais c'est une question intéressante. Par exemple, on se l'est beaucoup posé pour la première fois pour ce bouquin-là. Parce qu'en fait, d'habitude, on signe le nom du studio, The Chef Company, graphisme, design éditorial, etc. Et là, en fait, on a eu on s'est posé beaucoup de questions avec Colin. C'est est-ce qu'on met The Chef Company ou est-ce qu'on met nos noms et nos prénoms, ce qu'on a fait. Et on a opté pour mettre nos noms et nos prénoms parce qu'on avait l'impression qu'on s'exprimait, nous, personnellement, et pas le studio de design graphique. Et donc, à ce moment-là, on s'est posé cette question. Et sur la question de la subjectivité, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas vraiment de problématique à la subjectivité. Par contre, nous, ce qu'on n'a pas dit, mais ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à ce qu'on a appelé le statut d'auteur ou à cette considération par les pairs et même soi-même d'auteur, c'est que plus on va avoir un engagement justement par rapport au contenu qu'on traite, plus on va être engagé par rapport à son contenu, plus on va donner l'impression d'être un auteur, justement. C'est-à-dire que si tu travailles sur des sujets qui sont sociaux, politiques, ou si tu donnes ton avis, il va y avoir, je pense, un raccourci qui va être fait où on va dire cette personne a une opinion, donc elle a un statut d'auteur, en quelque sorte. Après, ça, c'est une analyse qu'on fait, c'est pas d'accord, on croit en philosophie, mais on remarque un truc qui ressemble un peu à ça. Donc, voilà, ça rejoint ce que tu disais par rapport à ça. Des fois, quand on est engagé dans le contenu, en fait, on met en jeu sa propre subjectivité. Moi, j'avais une question par rapport au début de la conférence, quand vous évoquiez que vous étiez sollicité et que les sets de données n'étaient pas vraiment fournis, que vous aviez des documents incomplets, que vous faisiez votre propre enquête. Comme c'est associé à un article, ça veut dire que l'auteur de l'article, le journaliste, il doit repositionner son article en fonction de ce que vous lui démontrez par l'image. Ouais, ça arrive. Alors parfois, il n'y a pas de journaliste. C'est-à-dire que... C'est pas un article. En fait, on nous dit, il y a une rubrique. Il y a une rubrique qui s'appelle La carte. Et en fait, on nous donne je sais pas, une carte des câbles sous-marins qui existent. Et puis, faisons quelque chose, faisons une carte des câbles sous-marins. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on disait, ok, mais alors qu'est-ce que tu veux dire sur les câbles? C'est parce que est-ce qu'on en choisit un en particulier? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéressait? C'est où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est comment il est fabriqué, etc. Et parfois, il y a les journalistes, mais souvent,
Enfin, ça dépend des magazines, mais parfois c'est dans l'autre sens. Ouais. C'est une entrée visuelle, il y a un existant, et puis après peut-être ils vont trouver le journaliste qui. Ouais. Souvent, c'est la volonté de la rédaction, en fait. C'est la rédaction qui va s'occuper après de faire l'accompagnement textuel ou la mise en contexte de ces choses-là de manière textuelle. Des fois, il y a un journaliste qui est missionné pour parler d'un sujet comme ça et on va accompagner le journaliste. Ce qu'on a vu, par exemple, pour Comesa avec les stations spatiales, etc. Ça, c'était un écrivain qui était géographe aussi. Donc, Et lui, la trame, elle était. lui, il avait construit une trame. Voilà. Et des fois, il y a pas ça, non. Et puis, des fois, en effet, on a une idée préconçue, ou le journaliste a une idée un peu préconçue, et après, il doit réadapter peut-être des choses en fonction de ce qu'on va proposer. Ouais. Ça arrive souvent. Mais après, s'il y a une complète contradiction, on va peut-être, quand on laisse tomber le sujet, on passe un sujet aussi. Hein, ça peut arriver. Hein. Oui, la manipulation. Il y a le micro, c'est là. Moi, j'aurais juste une question par rapport à la revue dont vous avez parlé, The Shelf. Vous avez dit que vous l'aviez faite en sortie d'études, et ma question, c'est un peu comment vous êtes parvenu à financer et mettre en place tout ce qu'il y a autour, vu que vous avez dit que vous avez quand même eu un travail assez professionnel dessus et assez jusqu'au boutiste, du coup, là. Ouais, c'est une très bonne question. Donc, je pense qu'on a dû mettre 1 an à la faire. Et ce qui nous a permis au tout début, il me semble, ça fait longtemps, hein, mais il y en avait des. Plusieurs choses. Ouais, Alors, on avait déjà des petits travaux à ouais, c'est ce côté, que j'allais dire, ouais. des petits, mais vraiment des petits qui n'étaient pas à 100%. Moi, il me semble que j'avais un chômage d'un premier emploi au tout début. J'avais eu 1 an de chômage. Tu bossais chez Notify, non? Ouais, mais après, j'étais au chômage pendant qu'on faisait ça. Donc, voilà, on vivait comme ça. Et puis, on a mis aussi un peu des fonds, des fonds personnels aussi. Mais ouais, Ça, je mélange ce truc. Et puis après, on a fait des échéanciers aussi avec l'imprimeur pour pouvoir le payer en plusieurs parties. Et voilà, un échéancier de paiement. Et du coup, en fonction des revenus de la revue que générait la revue, on pouvait payer un imprimeur. Parce que c'est le gros du budget, outre le temps de travail. Parce que de toute façon, quand tu fais ce genre de projet, quand tu travailles en édition, tu comptes pas le temps de travail, de toute façon. Mais outre le temps de travail, le gros point de budget, c'est l'impression, en fait. C'était Les matières premières et l'impression. impression et traduction. Et en fait, la périodicité était très longue, c'était 1 par an. Ouais, c'est un par an. Donc en fait, ça nous permettait de bosser un petit peu à côté. On était étudiants, on sortait, on n'avait pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Enfin, en vrai, c'était très lourd, financièrement. C'est pour ça aussi qu'on en a fait que 5 numéros, donc sur 5 ans. Et parce qu'en fait, après, en plus, on nous a proposé de faire des choses similaires, mais payées. Donc, Payées, voilà. Mais en vrai, c'était assez difficile. Quand tu parlais de l'échéancier imprimeur, c'était c'était découpé sur 12 mois. Donc, ça faisait, je sais pas, en gros, 1 000 € par mois. Parce que c'est quand même 10 000 € l'impression. Ouais, quelque chose comme ça. Et puis ouais, c'était à une époque aussi où les prix, les coûts, ils étaient peut-être aussi un peu inférieurs à maintenant, parce qu'on parle de ça. La première, elle est de 2012. Et puis après, voilà, en fait, le fait que c'était quand même un poids financièrement pour notre entreprise. Et puis en termes de temps par rapport aux autres projets qui étaient payés. Donc c'est pour ça qu'aussi on s'est un peu rabattu sur des projets perso qui sont quand même cool, mais qui sont de plus petite ampleur avec les petits calendriers. Parce que ça nous manquait de faire des trucs aussi personnels, quoi. Et The Chef, si on n'avait pu continuer plus longtemps, on l'aurait fait, mais c'est vrai que ça devenait un peu compliqué. C'est assez lourd. Merci pour la présentation et le message de motivation. Moi, j'avais plutôt une question sur comment vous travaillez à deux. Enfin, est-ce que vous faites en fonction un peu de vos appétences, compétences à chacun, ou même dans l'exécution, la réflexion, etc. Il y a un peu de ça. Mais il faut dire que quand même, alors, faut savoir qu'on travaille à distance, parce que donc on a un studio à Paris, mais moi j'habite en Bretagne et Colin en Bourgogne, donc c'est quand même assez loin. Donc on fait tout en visio, mais bon, depuis le Covid, c'est complètement, même tous les clients sont en visio. Accepté. C'est accepté. Et donc, mais on est sur chaque projet, on fait
en général la direction artistique ensemble. Donc on travaille vraiment, on s'alloue des jours entiers en visio à discuter. Ça fait maintenant longtemps qu'on travaille ensemble, donc c'est assez beau. C'est qu'il y a vraiment des rebonds en fait. On pourrait faire ça. Et voilà. Ah oui, on pourrait faire ça. Mais après, on se connaît En fait, plus longtemps. vraiment, la question du contenu et de la direction artistique, donc en gros, le rendu visuel que ça va avoir et le contenu, ça, il y a tout, on partage tout à 100%. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est vraiment du 50-50, nous deux. Et après, tout ce qui est entre les deux, on va dire, tout ce qui est après la réalisation, l'exécution et tout, ou même la gestion des clients, et ça, on va plus se le partager. Et encore, on partage pas toujours tout. Des fois, on fait aussi des choses tous les deux. Mais ça dépend. Là, ça va dépendre plus des emplois du temps. En effet, des appétences des fois sur certains trucs, ou des trucs techniques où Morgane va être meilleure que moi et inversement. Mais après, voilà, sur les questions vraiment qui comptent, depuis le début, on a toujours, même si des fois ça prend du temps, mais on voit que c'est vraiment aussi un avantage parce qu'on connaît beaucoup de gens aussi qui travaillent seuls et on voit que par rapport à eux, des fois, alors des fois tu perds du temps à discuter, mais des fois tu gagnes du temps aussi quand tu dois écrire des mails qui font un peu mal à des clients qui sont relous, des choses comme ça. Ça aide d'être deux, quoi. Tu peux te soutenir. Non, c'est vrai. Bon, ça arrive souvent, donc en fait, il faut le dire. Hein, c'est important. Des fois, pour ça, les gens qui sont tout seuls, ils viennent nous voir. Comment je fais? Qu'est-ce que je dis? Machin. Et du coup, tu vois, Mais c'est facilement, des fois, on sait Et voilà, quel tu peux te paumer tout seul. ce qu'on a fait, quoi. Non, c'est vraiment un travail de rebond, d'association d'idées. C'est une question qu'on me pose souvent, d'ailleurs. Les clients, surtout, ils sont curieux, mais ils veulent savoir. Alors, t'as fait celui-là, là, ce dessin? Super. Merci pour les questions.